Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui nous taraude tous un peu, la longévité. Est-ce que c'est juste une loterie génétique? Les sources qu'on a consultées, pas mal d'études scientifiques, des guides aussi, suggèrent que oui, l'hérédité joue, mais pour environ 25%. Ouais, c'est ça. Ce qui laisse une marge énorme pour tout le reste. Notre environnement, nos choix de vie, l'alimentation. Exactement. Donc l'idée ici, c'est de regarder ce que dit la science sur des stratégies concrètes pour vivre mieux et peut-être plus longtemps. On va parler timing des repas, sommeil, stress. Des sujets clés. Tout à fait. Alors, commençons peut-être par quelque chose d'assez fascinant. L'heure à laquelle on mange. Ça compte vraiment. Ça nous mène à la chrononutrition. Manger en phase avec son horloge interne. Il y a ce vieil adage de Rambam, manger comme un roi le matin, prince le midi, pauvre le soir. C'est un peu ça l'idée? En grande partie, oui. C'est une bonne image. Notre rythme circadien, cette horloge interne sur 24 heures, il ne gère pas que le sommeil, hein. Il pilote aussi notre métabolisme. Ah oui? Comment ça? La façon dont notre corps utilise les sucres, les graisses, tout ça varie au cours de la journée. Et les études sont assez claires. Manger tard le soir ou avoir des horaires complètement décalés, comme pour le travail de nuit, Oui. ça perturbe cette horloge. Et la conséquence, c'est souvent une prise de poids, une moins bonne gestion du sucre par le corps, ce qu'on appelle résistance à l'insuline. D'accord. Et ça peut aller jusqu'au diabète de type 2. Et ce qui est frappant, c'est que ça peut arriver même si on ne mange pas plus de calories au total sur la journée. C'est vraiment le moment qui compte. C'est fou ça. Le timing est donc essentiel. Et ce dîner de pauvre alors, il sert quand même à quelque chose? Ah oui, il a un rôle important pour préparer une bonne nuit. Certains aliments, comme les œufs, les produits laitiers, la volaille, les légumineuses aussi, contiennent du tryptophane. Le tryptophane, oui. Voilà. Et si on le combine avec un peu de glucides le soir, pas un repas lourd, ça aide le cerveau à fabriquer de la sérotonine, qui détend, D'accord. puis de la mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Et il y a même une piste assez étonnante sur le lien sucre-immunité. Ah oui, racontez-nous. Certaines recherches suggèrent que le corps pourrait en fait limiter le glucose disponible pour affamer certains virus, en quelque sorte. Un mécanisme qui serait, hélas, perturbé chez les personnes diabétiques. Incroyable cette connexion. Bon, eh bien, manger au bon moment, ça aide à bien dormir. Le sommeil, c'est vraiment l'autre pilier. On le voit partout. On lit souvent 7 à 9 heures. Oui, pour un adulte, c'est la recommandation générale. Mais au-delà de la durée, c'est la qualité qui est primordiale. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce sommeil réparateur d'après les sources? Alors, il y a la récupération physique, bien sûr, mais il y a aussi ce processus fascinant, le système glyemphatique. Pendant le sommeil profond, le cerveau active une sorte de grand nettoyage. Un nettoyage kilomètre. Oui, il élimine les déchets métaboliques accumulés pendant qu'on était éveillé. Si on manque de sommeil profond de façon chronique, ce nettoyage se fait moins bien. Et à long terme, ça, c'est lié à un risque plus élevé de maladies neurodégénératives. Donc oui, la qualité du sommeil, c'est directement lié à la longévité et à la santé mentale. D'accord. Et comment on favorise cette qualité alors? À part éviter le cassoulet à 23 heures. Ah oui, ça aide. Mais plus sérieusement, la régularité est clé. Se coucher et se lever à peu près aux mêmes heures. Et puis, une chose simple mais efficace, couper les écrans en moins 1 heure avant d'aller au lit. Ah, la fameuse lumière bleue. Exactement, elle bloque la production naturelle de mélatonine. Le magnésium aussi est souvent cité pour aider à la relaxation musculaire et nerveuse. Ça peut jouer. Bon, notez, chrononutrition, sommeil. Et le troisième larron, le stress. On n'y échappe pas, mais on peut le gérer, c'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Le problème, c'est le stress chronique, celui qui s'installe. Il nous maintient en état d'alerte, libère du cortisol en continu. L'hormone du stress. Voilà, et ça crée de l'inflammation partout dans le corps. C'est vraiment délétère sur la durée. Heureusement, les sources proposent des outils simples. L'autocompassion, par exemple, ou tenir un petit journal de gratitude. Journal de gratitude, c'est-à-dire? Notez simplement 3 ou 5 petites choses positives de la journée avant de dormir. Ça aide à refocaliser l'esprit. Simple et accessible. Et des techniques peut-être plus physiques pour calmer le jeu directement. Oui, il y en a. Par exemple, la respiration Brahmari, qu'on appelle aussi du bourdonnement d'abeille. On inspire par le nez, on se bouche les oreilles et on expire en faisant un son Intéressant. Ça a un effet calmant assez rapide sur le système nerveux. Il y a aussi le self-hug, le fait de s'enlacer soi-même, ou même mâcher du chewing-gum, réel ou imaginaire. Ça stimule la salivation, ce qui est lié à la relaxation. Étonnant. Et puis, ne jamais sous-estimer l'importance des liens sociaux. On le voit dans les zones bleues, ces régions où l'on vit très vieux. Et le contact avec la nature, ça aussi, ça aide énormément à déstresser. Tout ça nous ramène bien à l'idée que la génétique, bon, c'est une partie, mais le mode de vie, c'est énorme. Exactement. Les changements alimentaires ressortent beaucoup. Plus de végétaux, de poissons, de noix. Et moins de viande rouge, de produits transformés, de sucre. C'est assez constant dans ce qu'on a lu. Oui, c'est un consensus assez large. Mais les sources soulignent aussi un point important, l'accès à tout ça. Les inégalités socio-économiques creusent des écarts d'espérance de vie, même dans des pays comme la Suisse. C'est un point absolument crucial. Et ce qui semble relier un peu tous ces facteurs, bien manger, bouger, bien dormir, gérer le stress, c'est la réduction de l'inflammation chronique. C'est un peu le dénominateur commun. L'inflammation, le fil rouge. Voilà. Mais attention, il y a des nuances. Une étude sur des personnes de plus de 75 ans montrait que juste corriger une dénutrition avec des compléments, ça n'améliorait pas forcément leur état général ou leur survie. Ah bon?
Donner les bons nutriments ne suffit pas, hein. Ça suggère qu'il faut une approche plus globale, surtout chez les plus âgés. Il faut penser à l'activité physique adaptée pour que le corps utilise ces nutriments, au plaisir de manger qui stimule l'appétit, à la prévention d'autres soucis. On ne peut pas juste isoler un facteur. C'est logique en fait. Ce qui ressort vraiment de tout ça, c'est l'interconnexion. L'heure du repas affecte le sommeil, qui affecte le stress, qui influence les choix alimentaires. C'est un cercle. Tout à fait. Le message clé finalement, c'est que des habitudes simples, mais régulières, et surtout en phase avec notre propre biologie, ça peut vraiment faire une différence pour le bien-être global. Exactement. Et ce qui est fascinant, je trouve, et qui ouvre peut-être une porte pour l'avenir, c'est cette connexion intime entre nos horloges biologiques et notre santé. Si ces rythmes sont si fondamentaux, Oui. comment est-ce qu'on pourrait repenser, pas seulement nos conseils de santé individuels, mais peut-être nos structures collectives, les horaires de travail, d'école, l'aménagement des villes même, pour qu'ils soient mieux alignés sur notre biologie innée? On parle beaucoup d'adapter notre alimentation, notre sommeil, mais peut-être que la chronobiologie appliquée a un potentiel bien plus large pour notre santé à tous. Une réflexion passionnante pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage.